vais donc céder la place à mon confrère Gilles Dansart, rédacteur en chef de Mobilettre, qui va nous faire une synthèse. Et franchement, je te cède le micro et je te dis bon courage parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. À toi. Merci Cécile, bonjour à tous. Effectivement, c'est un peu une gageure de faire une synthèse après une telle après-midi, pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous avez peut-être envie de faire autre chose et de discuter de façon plus informelle dans quelques instants, je vous en reparlerai. Ensuite, parce qu'il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup d'infos, beaucoup de chiffres, beaucoup de tendances. Je crois que c'est d'ailleurs à chaud ce que je retiens le plus de cette journée, c'est qu'il y a eu un mix d'éléments, d'infos et d'analyse de tendances, et ce qui fait un peu l'originalité de cet après-midi. Il n'y a quasiment pas eu de discours marketing ou de plaidoyer un peu pro-domo, à part peut-être un tout petit peu à l'instant, mais très peu. Donc vraiment bravo pour cet après-midi. Et donc moi je vais essayer de faire assez simple finalement dans ces quelques minutes que tu m'accordes pour dire ce que j'ai entendu, et puis je dirais aussi ce que j'ai peut-être pas entendu ou peut-être pas assez entendu, et puis quelques petites choses qui m'ont surpris. Alors déjà, une sorte de, pas de podium, puisque je ne décernerai qu'un prix, mais parmi tous les slides qu'on a eus, je pense qu'il y en a une, moi je ne sais pas si ça a été votre cas, qui m'a beaucoup intéressé, c'est André Breteau, une fois n'est pas coutume, qui a donné la comparaison France, Allemagne, Espagne des multimodalités. Ou c'est Alain Sauvant? Alors, bravo. C'est Alain, alors. Où on voit effectivement que les lieux d'intermodalité, de multimodalité en France sont sacrément en retard par rapport à nos homologues allemands et espagnols. Et je pense que c'était très parlant, comme quoi, quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se désole aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu de façon un peu plus sérieuse pour cet après-midi? La première chose, et ça, Patrice Geoffron l'a très bien expliqué, c'est le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction, il l'a détaillé sur plusieurs aspects. Les milliards ont volé, mais c'est assez percutant que d'expliquer qu'un peu plus peut-être de courage collectif et politique, ça pourrait nous éviter quelques déconvenues. D'une certaine façon, notre interlocutrice à Montréal, Anne de Bortoni, voilà, l'a confirmé en disant que plus on tarde, plus le redressement est difficile, et elle a donné notamment quelques éléments très importants pour évaluer les choses. Donc le coût de l'inaction, qu'est-ce que j'ai entendu aussi? Qu'il fallait privilégier l'usage et la multimodalité. D'une certaine façon, ce qui m'a beaucoup marqué cet après-midi, c'est que, je ne sais pas si on peut parler d'œcuménisme, mais à part quelques rares moments où quelques réflexes de défense modale venaient, tout le monde s'inscrit dans une logique globale de priorité à l'usage et à la multimodalité. Et là, je m'adresse à nouveau vers André Breteau, qui en a été le chantre depuis longtemps. Et donc, cette priorité de l'usage est assez symptomatique de l'évolution des analyses, et ça me semble un autre élément important de cet après-midi. J'ai noté que Alain Sauvant, André Breton, Anne-Marie Hydrac notamment ont beaucoup insisté sur cet aspect-là. Autre élément, l'impact social et sociétal, la liberté, l'égalité. Anthony Briand a commencé cet après-midi en insistant sur ces éléments. Plusieurs personnes sont revenues sur ces évidences. Nos sociétés contemporaines sont parfois tentées par un peu de dirigisme. Eh bien, tout le monde a quasiment réaffirmé que la priorité, c'était de faire évoluer les choses dans le respect d'un certain nombre de nos valeurs. Alors peut-être que ça va de soi, mais c'est pas mal de le réentendre. Qu'est-ce que j'ai entendu aussi? C'est qu'il y avait évidemment un mur d'investissement. Alors, ce colloque n'était pas fait pour faire la liste des financeurs ou de faire l'exégèse des renoncements ou des atermoiements politiques, mais d'une certaine façon, on a établi aujourd'hui qu'il serait peut-être bon de s'atteler à cette tâche, parce que j'ai quand même noté que M. Huette et M. de Pasquier étaient un peu découragés, voire pessimistes. Alors, ce n'est quand même pas des sentiments qu'il faut entretenir. Donc, s'ils sont pessimistes alors qu'ils sont aux manettes
de chargeurs Michelin et d'un gestionnaire d'infrastructure Vinci Autoroute, il faut agir et il faut déclencher un certain nombre de choses. J'y reviendrai dans un instant. Et puis j'ai entendu aussi la disponibilité des voyageurs, des citoyens et des chargeurs pour bouger. Les enquêtes dont notamment Alice Lefort a fait référence à la dernière enquête de Transdev sont assez explicites sur cet aspect. Il y a une disponibilité pour changer. Alors ça n'est pas évident, ça n'est pas simple, mais sous la contrainte environnementale, sous la contrainte financière, sous la contrainte sociale, sous un certain nombre d'éléments d'évolution, les gens sont prêts à faire évoluer leur comportement. Et donc, c'est quand même fondamentalement intéressant pour la décarbonation, parce que cela veut dire qu'il y a des marges d'action. Donc, tout ça a été richement documenté dans cet après-midi. Ce que je n'ai pas entendu, ou peut-être pas assez entendu, c'est l'action sur la demande. Certes, Alice Lefort notamment a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait être irréprochable d'une certaine façon, il fallait être compétent en matière d'offres de mobilité pour convaincre nos concitoyens. Toutes les enquêtes montrent que c'est d'abord par l'offre, le choc d'offres en volume et en qualité que les choses pourront changer. Mais on pourrait aussi aborder la question de la sobriété. Est-ce que c'est inéluctable qu'on continue à se déplacer autant? André Breteau, à nouveau, André, est passé de 5 km par personne à 50 ou 60, je n'ai plus le chiffre exact en tête. Est-ce que ça va continuer à augmenter ou est-ce qu'il va y avoir une responsabilisation collective pour faire diminuer un peu? La démobilité ou la sobriété n'est peut-être pas un mauvais terme. On n'a pas beaucoup parlé non plus de la régulation. Alors si je prends un terme neutre, la régulation par le prix, en tout cas de l'effet du levier prix sur le comportement des gens, mais on voit bien dans les enquêtes que si on accumule un certain nombre d'éléments, le prix, la responsabilité écologique, un certain nombre de contraintes d'espace dans les villes, etc., eh bien, les gens étaient davantage prêts à faire évoluer leur comportement d'une certaine façon. La pédagogie du changement, qui n'est pas la responsabilité de vous tous qui êtes ici, mais d'un certain nombre, elle est collective évidemment, mais elle est aussi dépend aussi d'un certain nombre d'acteurs publics, c'est important. D'ailleurs, Anne-Marie Drac, pour les marchandises, l'a abordé de façon très rapide en disant est-ce qu'il faut définitivement succomber au zéro stock et au juste à temps? C'est une vraie question. À partir du moment où cette évolution des normes industrielles et commerciales a fait décoller les offres de mobilité et de marchandises, est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer ce dogme? C'est une question qui mérite, à mon sens, d'être posée. Ce que je n'ai pas encore trop entendu aussi, c'est sur l'aspect financier. On pense que c'est un peu inaccessible. Patrice Geoffron a expliqué dans quelle mesure c'était un choix politique que d'agir plutôt que de ne rien faire. Mais d'une certaine façon, on peut aussi considérer qu'il y a beaucoup d'argent sur la table. Je faisais un petit calcul, alors qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est pour montrer les sommes qui ont été dépensées depuis quelques décennies en France. Il y a environ 70 000, alors je vais prendre l'exemple des ronds-points pour vous amuser un petit peu, 70 000 ronds-points, entre 500 000 et 1 million d'euros le rond-point sans les dépenses d'exploitation. On est entre 35 et 70 milliards. Bon, c'est beaucoup, on ne va pas supprimer tous les ronds-points, parce que on ne s'amuserait plus, on ne pourrait plus faire un certain nombre d'animations collectives, mais il y a de l'argent, y compris dans tous les aménagements urbains. Anthony Briand signalait qu'il était dans le Loir-et-Cher, il est originaire du Loir-et-Cher, moi aussi, donc ça nous fait au moins un point en commun, mais si on va dans notre province, dans les terroirs, comme le disait un intervenant, eh bien on voit beaucoup d'aménagements se faire encore. Est-ce qu'il ne faut pas faire une transition entre des aménagements d'infrastructures à l'effet discutable, en tout cas pas forcément fécond, pour des aménagements décarbonés, des lieux de multimodalité comme les promeuvent Alain Sauvant et André Breteau. La question est collective pour le coup, entre les élus locaux, entre les citoyens, entre les associations, entre l'ensemble des partenaires. Alors, je vais terminer parce que l'heure est bientôt venue de
de conclure définitivement. Ce qui m'a un petit peu surpris, j'ai découvert des choses, c'est qu'il y avait l'hypothèse d'avoir plus de flux marchandises et logistiques. Là, j'ai découvert ça par Anne-Marie Idrac aujourd'hui, en disant que finalement, la relocalisation industrielle, la recyclabilité pouvait éventuellement déclencher une nouvelle génération de flux logistiques moins planétaires, mais plus territoriaux, j'allais dire, de proximité. Ça, j'ai été surpris d'entendre ça. Et donc, ça interroge aussi, notamment, et je reviens sur cette histoire du zéro stock. Là, il faut se poser la question parce que ça peut créer des nouveaux engorgements sur l'espace public qui est déjà très précieux dans notre pays qui n'est pas très étendu. J'ai été un peu surpris sur l'amortissement des infras, de voir qu'on n'avait pas beaucoup progressé sur cette question, comme si le monde contemporain avait un peu de mal à assumer le temps long des infrastructures. Dire aujourd'hui, il faut que ça aille vite. La décarbonation, on est pour quelques générations. Donc là, il y a quand même un effort à faire. Il semble, en écoutant la ministre Agnès Pannier-Runacher, qu'il y avait une prise de conscience des besoins et des nécessités. Manifestement, et j'en terminerai là-dessus, il va bien falloir ça pour secouer un peu l'inertie du système contemporain qui a été, pendant cet après-midi, un peu en toile de fond, parce que tout le monde a dit qu'il fallait aller plus vite. Donc comment on fait pour aller plus vite? Comment on fait pour rencontrer, pour générer ou aider à des comportements un peu différents, que ce soit les chargeurs ou les citoyens? Moi, je resterai sur le point de départ qui est assez encourageant. Dans une des enquêtes, je ne sais plus si c'est celle de Transdev ou une autre de l'UTP Lyon et Transports Publics, qui montrait que seulement un petit tiers des possesseurs de voitures étaient absolument opposés à toute évolution de leur comportement. Ça veut dire qu'il y en a au moins 2 tiers qui envisagent de faire un peu différemment, de faire un peu de multimodalité, de faire peut-être un peu plus de sobriété. Donc c'est encourageant. J'ai entendu aussi beaucoup de chargeurs récemment qui étaient prêts à faire évoluer le modèle économique de leur entreprise, qui sont persuadés qu'ils ont une responsabilité essentielle. Et puis de toute manière, dans le système actuel, ils trouvent de moins en moins de ressources humaines et considèrent qu'il faut évoluer. Donc sous ces influences-là, sous la mobilisation de tous les acteurs qui étaient réunis ici, peut-être qu'il y a moyen d'aller plus vite, et on en revient donc à un certain nombre de décisions collectives, mais peut-être y aura-t-il dans les mois prochains un autre colloque pour avancer encore sur cette question. Je vous remercie et